j'ai jamais rien fait en réfléchissant ni aux conséquences, ni à ce que je vais gagner, ni à ce que je vais perdre dans l'histoire. C'était devenu vraiment beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort. ما بغيتش نتبع الخطوات ديال بنادم الى يومنا هذا كلشي خصو يهرب. مع قال لنا راه غدوزو عند ولي الملك اصلا بدات الخلع. Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast underground. Libre sur le web. Alicante, le 19 mars 1939. 2638 républicains espagnols s'embarquent à bord du Stanbrook pour fuir les troupes de Franco qui encerclent la ville. Ils accostent en Algérie et sont apatrides. Voici l'histoire de François, le fils de l'un d'entre eux qui a grandi à Jarada et qui a enregistré ce podcast à l'occasion d'un retour dans sa ville natale, 50 ans après l'avoir quitté. Mon nom est François Moya. Alors François, c'est la partie française que j'avais, Moya, c'est la partie espagnole. Pourquoi espagnol ? Parce que tous mes grands-parents étaient nés en Espagne. Tous pratiquement de la région de Madrid. Et mon père aussi est né à Madrid. Mais pour revenir aux grands-parents, du côté de ma mère, c'était l'époque où les pays d'Europe, ils se battaient tous, la Hollande, la France, tous sauf l'Angleterre, parce que c'était contre l'Angleterre, avaient décidé de commencer la politique coloniale. Donc, mes grands-parents ont eu des bourses pour venir en Algérie, s'installer en Algérie. On leur donnait de l'argent, on disait tu vas au pays là-bas, on te donne de l'argent. Donc ils se sont retrouvés à Colombéchard, mes grands-parents maternels, et mon grand-père était mécanicien. Donc il a travaillé sur le grand projet de l'époque. Les grands projets de l'époque là-bas, c'était la traversée du Sahara en gros. Donc il y avait des gros camions, machin, donc il réparait ça. Donc moi je me rappelle toujours, quand on allait voir ma grand-mère, le grand garage qu'il y avait en face, c'était Stalder, c'était où il y avait tous les camions qui réparaient pour la traversée du désert, quoi. Et donc après ça, ma mère est née, donc comme c'était en Algérie, elle a eu la nationalité française. Quoique de parents espagnols, elle a eu la nationalité française. Et alors on a commencé à virer vers la France. Mon père, lui, a eu un parcours différent. Mon père a eu un parcours assez mouvementé. Il a perdu ses parents assez jeunes. Et c'est sa grande sœur qui les a élevés. Elle a élevé les 3 gosses. Et puis, alors bon, c'était pas la grande richesse, la fille du roi ou de l'époque. Non, ils étaient à Madrid. Et jusqu'à ce qu'il ait fait ses études en fac. À partir du moment où il a commencé à aller faire les études en fac, il y a la guerre d'Espagne qui a démarré, qui est une guerre qui a précédé la guerre de 39-45. Là, c'était 36-39. Et en Espagne, à l'époque, Hitler a supporté le régime de Franco, qui était aussi fasciste, parce qu'il voulait s'assurer d'abord que l'Espagne n'allait pas l'embêter quand il allait envahir la France. Et en plus de ça, ça lui permettait de commencer à avoir un pays qui avait les mêmes idées que lui, radicaux. Et l'autre pays qui aidait l'Espagne, Franco, c'était l'Italie. Donc mon père a fait cette guerre de 3 ans. En gros, il avait contre lui les kamikazes allemands, il avait contre lui les armées, les légions italiennes qui avaient été embauchées. Et il y a eu une formation de gens étrangers, dont Hemingway. Hemingway était venu. Et ils aidaient un peu les républicains espagnols. Alors les républicains espagnols, c'est un peu un mélange de différentes pensées politiques, parce que j'ai même lu récemment, oui, c'était tous les communistes. On les appelait les rouges, c'est vrai, parce qu'il y avait une tendance communiste, il y avait une tendance socialiste, il y avait une tendance anarchiste, et il y avait tous les gens qui étaient contre en fait l'invasion du pays par les forces fascistes. Franco, il venait d'ailleurs d'Afrique du Nord. Il était dans une troupe espagnole en Afrique du Nord. Il est rentré par le Portugal, qui avait déjà viré au fascisme, et il a envahi l'Espagne. Donc il a fait 3 ans de guerre, et petit à petit, ils ont perdu du terrain, jusqu'au moment où ils se sont retrouvés à Alicante. Et ils ont fini par se retrouver tous dans le port d'Alicante,
tous les gens qui pouvaient se sauver. On leur avait promis des bateaux pour traverser, pour partir au Mexique, pour partir. Il y a un gars c'était un bateau à vapeur, enfin un bateau assez commun. Je crois qu'il faisait l'échange de charbon, des trucs comme ça. Et c'était un Anglais. Et il a donc chargé tous les gens. Il a chargé 2300 ou 2600 personnes sur ce bateau. Plus personne ne pouvait bouger. Il y a des gens qui se sont suicidés parce que il y avait les troupes italiennes qui rentraient là. Et donc il est parti. Le soir, il est parti et il a atterri en Algérie. 10 minutes après qu'ils aient démarré du port, ils ont balancé une bombe exactement où ils étaient. Ils ont été tous. Et là, les gens qui sont restés, pratiquement tous les républicains qui sont restés, ils sont passés par les armes. Et après, ils ont fait la chasse aux sorcières des familles. Donc mon père est parti de là-bas et il y a une liste, ça se trouve, le bateau s'appelait le Stanbrook, il y a une liste de tous les passagers. Donc on trouve le nom de mon père qui l'a déjà déguisé un peu de peur de représailles pour sa famille. Parce qu'il se dit si jamais les gens qui sont maintenant au pouvoir tombent sur ces listes-là, je vais avoir. Alors on les appelle rouges aussi parce que à l'époque, la République qui avait à l'époque été renversée et la tradition royaliste était de connivence avec le clergé. Donc les catholiques et l'État, c'était pareil. Et donc eux, ils se révoltaient contre ça parce que toutes les grandes richesses qui avaient été ramenées d'Amérique du Sud et tout ça, c'était le clergé qui avait ça. C'est tout dans les cathédrales. D'ailleurs, même si on va en Espagne maintenant, il y a des cathédrales avec des panneaux en or comme ça, c'est incroyable. Et les gens, ils mouraient de faim, mais enfin, il y avait toujours ça. Donc c'est pour ça, ils se sont révoltés un peu contre le fascisme, ils trouvaient les curés sur le passage, et donc du coup on les a appelés les Rouges. Donc mon père est parti d'Alicante, il a traversé la Méditerranée, parce qu'à 2600 personnes sur un bateau qui pouvait en prendre je crois 1000 ou pas plus, ça devenait dangereux. Il y a des photos, on voit le bateau, il penche comme ça, et il a atterri à Oran. C'était à la France. La France, c'était pas l'Allemagne, elle n'avait pas été envahie encore, mais elle était déjà sous régime de Vichy. Et le régime de Vichy était pro-allemand. Donc, dès qu'ils sont arrivés en Oran, on leur a dit, attendez, d'abord, vous restez en haute mer, là. Ils n'ont pas abordé. Ils ont dit, on descend toutes les femmes, tous les enfants. Ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont mis dans des prisons spécialisées. Et le père, il est resté 1 mois ou 2, je sais plus combien de temps, c'est écrit dans tous ces livres-là. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur le Stanbrook. Et après, finalement, un jour, ils sont venus le voir en lui disant, bon, maintenant, vous descendez. Et là, ils les ont descendus et ils les ont emmenés dans des camps de concentration. Il y avait des camps de concentration. Celui où mon père est allé, ça s'appelait le camp Moran. C'était dans la région de Bogari, au sud d'Alger, à 100 km au sud d'Alger. C'était au milieu de nulle part. Parce que j'ai un ami là, justement de Berkane, qui me disait, lui, il est d'Alger aussi. Donc il me dit, Bogari, ton père, il est allé là-bas? Waouh, le pauvre. Il y a rien là-bas, il y a que le soleil. Mais ça, c'était encore bien. Bogari, c'était encore bien. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient construire une ligne chemin de fer de la Méditerranée jusqu'au Niger, qui traversait tout le Sahara, et ça s'appelle le mer Niger. Donc il y a beaucoup de gens, ils vont à Oujda, ils disent, c'est quoi ce train? Ah, ça, c'est le mer Niger. Alors moi, j'ai appris après que c'était l'association du mot mer et Niger. On va de la mer au Niger. Pour moi, c'est le mer Niger, en un mot. Voilà. Donc là, ils ont commencé à construire d'autres camps de concentration. Il y en avait un autre à Bouarfa, d'accord, au sud de Oujda, 300 km au sud, là. Et puis il y en avait aussi à Colombéchar. Enfin, c'était assez peuplé de camps de concentration. Et les gens, ils les déplaçaient. Les gens allaient là-bas. Mon père a eu de la chance de rester à Alger, à Bogari, si on peut dire, dans un camp de concentration avec 45 degrés, pas d'eau, etc. Je sais pas s'il y en a. Mais il y a énormément de gens qui sont morts en construisant ce train. Donc ils avançaient, ils mettaient les rails, et c'était tous sous une garde française sénégalaise. Et que les Français avaient pris les troupes sénégalaises, parce que c'était eux les mieux adaptés à la chaleur, pour surveiller tous ces Espagnols là qui étaient en fait des immigrants. C'est le problème des migrations déjà. Il y en a qui croient que c'est un problème nouveau. Il est vieux comme le monde, le problème de l'immigration. Il y a toujours des gens qui ont immigré de là à là, de là à là, de là à là. C'est toujours pour la même raison. Ici, ils sont persécutés, ils vont là-bas, ils croient que c'est le paradis. Ils sont encore plus persécutés. Alors bon, enfin, c'est l'histoire mondiale. Hein. Et donc là, il a fait ça jusqu'au jour où la France a décidé d'aider l'Allemagne à exporter les Juifs.
Alors, les Allemands, ils avaient décidé d'exporter les Juifs en Allemagne et les passer aux chambres à gaz, etc. Mais il y avait tellement de Juifs qu'ils ont décidé de virer tous les Espagnols des camps de concentration et les remplacer par les Juifs. Alors c'était le salut, donc on était étrangers là-bas, on venait d'Espagne, on mourait à la faim, on n'avait rien, une main devant, une main derrière, un pic, on cassait les casiaux, et puis ça y est, t'as donné, tu peux partir maintenant. Où tu veux que j'aille? Alors mon père, c'est ce que je disais, mon père a eu la chance d'être un très bon footballeur, et donc il s'est fait embaucher par le Gallia d'Alger. Donc il a commencé à jouer avec le Gallia d'Alger au foot, etc. Et puis après, donc, il s'est dit, bon, maintenant, il faut que je trouve il s'est fait un petit peu d'argent, il s'est dit, maintenant, il faut que je trouve quand même un endroit où je vais m'installer et je vais essayer de faire quelque chose, quoi. Comme il avait fait des études de mathématiques, il s'est dit, je vais essayer de trouver un métier relatif à ça, et il s'est trouvé un métier de géomètre. Il faisait la cartographie. Et à l'époque, c'était l'époque où, justement, la région du côté de Boirfa, de Colombéchard, il y avait une mine qui s'appelait Kenadza. Et après, au nord, il y avait à côté de Doujda, il y avait la mine de Djerada. Il y avait les autres mines, Boubekir, etc. Mais les deux mines de charbon, c'était Kenadza et Djerada. Lui, il est descendu à Boirfa, est descendu à Colombéchard et il est allé travailler à cette mine de Kenadza. Bon, la mine de Kenadza, c'est comme Djerada, c'est le petit bled et le gros bled, c'est Colombéchard. Donc il allait à Colombéchard, il allait à la piscine et tout, et c'est là où il a rencontré ma mère. Comme il était espagnol, il s'entendait, machin, tout ça. Alors au début, il pouvait communiquer parce qu'il y en a un qui parlait que l'espagnol, et puis ma mère, elle parlait espagnol à la maison et français à l'école parce qu'elle était allée à l'école française. Donc à partir de là, et bon, ils sont tombés amoureux dans la palmeraie là-bas. J'ai des photos très touchantes, des lettres d'ailleurs qu'il lui écrivait et tout. Et de là, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à essayer de ramener beaucoup plus de gens à Djerada. Parce que la mine était en essor à l'époque. Hein. Maintenant, elle est en régression. Là-bas, elle était en essor. Et donc, il a pris les clics, les claques. La mère, il est monté à Djerada. Alors, ma mère, elle pleurait les yeux de la tête parce que Djerada, en hiver, il y a de la neige. Hein. Elle avait jamais vu la neige. Ma mère, à Colombéchard, c'est le Sahara. Il fait chaud toute l'année. Bon, peut-être descend 30 en hiver, mais enfin, il faut quand même pas abuser. Hein. Donc, voilà. Donc, ils se sont retrouvés à Djerada. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Djerada. Comme ma mère était, je dirais à l'époque pratiquement, si on prend la terminologie un peu plus moderne, légale, en tant que Française, elle avait un passeport, etc. Mon père, il avait rien, il disait, je suis espagnol, je te crois ou je te crois pas. On parlait un peu avec, on voyait qu'il était espagnol, il savait aucune autre langue, d'accord. Mais donc, ils ont décidé de me mettre à l'enseignement de la ville. Dans la ville, il y avait un enseignement marocain. Il y avait 2 écoles à l'époque. Maintenant, il y en a 5, paraît-il. Et il y avait l'enseignement français, la mission française, qui avait une école là-bas. Alors, ils ont mis ma sœur et moi à l'école. Donc, on a subi l'éducation française. Donc, à partir de là, après la génération de mes parents, espagnols, français, nous, on a été déclarés français. D'accord, voilà. Alors, comment on a fait? Ma mère est arrivée là-bas en 45. Elle a eu ma sœur. 3 ans après, moi, je suis né. Et donc, ils ont eu des enfants, ils ont fait leur vie là-bas. Et c'est comme ça que je suis né là-bas. Alors, on est allé dans une petite maison, dans la rue des Matraques. C'était marrant. Si tu voyais, pour m'envoyer une lettre, me joindre, on disait, Moya François, Djerada, Maroc. Hein. Et la lettre, elle m'arrivait. Il n'y avait pas de problème. Ma mère a dit, mais il n'y avait pas un nom de rue. Oui, Villa 306, mais tout le monde connaissait tout le monde. C'était un petit bled à l'époque. Hein. C'est que c'était un village qui était en 3 morceaux. Le premier village dans lequel on arrivait, c'était le village des gens, des ingénieurs. C'était ce qu'ils appelaient le quartier 11. En général, c'était des gens, il y en avait peut-être de Pologne, mais c'était surtout des gens qui venaient des mines du nord de France, de Lille et tout ça. Ils avaient en général fait une école de mines. Donc ils étaient, mon père, il avait rien, il avait aucun diplôme, il avait rien du tout. C'était pas pour lui ce village. Là, il y avait des grandes maisons, c'était bon. Alors, juste à ce niveau-là, un peu plus loin, c'était l'entrée de la mine, il y avait le carreau de la mine qu'on appelait, avec le puits, etc. Et après, on descendait, et 1 kilomètre plus bas, ou 1,5 kilomètre plus bas, il y avait la première village, qui était le village qu'on appelait européen. Alors, c'était des villages, dans le style des villages qu'on trouve dans les mines du Nord. Hein. C'est les maisons, toutes les mêmes, une à côté de l'autre, 2 par 2,
d'accord, avec un petit jardin, et voilà. Alors, la maison, elle avait 3 pièces, de 1 pièce à 3 pièces, suivant les familles, quoi. Alors, j'ai commencé dans la fameuse rue des Matraques, avec un village, je pense, parce que je sais, ma copine n'a pas réussi à me dire où c'était. Son père lui avait dit, mais elle a oublié. La copine que j'ai à Djerada. Elle m'a dit, tu es né dans la rue des Matraques. Je dis, ça, je sais. Alors, je pense qu'il avait 1 pièce. Quand il a démarré avec ma mère, ma sœur est née, et puis quand moi je suis né, ils se sont dit, il faut, alors ils ont demandé à la mine, alors ils les ont déplacés dans une autre villa, 2 pièces, puis après on a grandi, alors on avait une autre villa, 3 chambres, 1 chambre chacun, puis on a fini un peu plus haut derrière l'école. Donc là, je suis donc arrivé là, ma sœur était là aussi, on a commencé à l'école de Djerada. Donc on allait à l'école de Djerada, c'était un enseignement français. À part l'école, il y avait que l'école et les maisons, c'est tout, hein. Après, il y avait le village encore en plus bas, on descendait le village plus bas. Alors là, il y avait plus de fonctions publiques, je dirais, ou de fonctions communautaires. Là, ça, c'était le village, nous on l'appelait le village marocain. C'était la Médina. Donc là, les gens, ils avaient une pièce comme ça, ils habitaient 10 dedans, c'est eux qui extrayaient le charbon, c'est eux qui menaient les outils, etc. Alors ils étaient encore démunis. Il y avait un facteur 10 dans les payes entre les quartiers 11 et le village européen, un facteur 10 entre les Européens et les Marocains. Ça, c'était clair, hein, le village là. Il y avait pas beaucoup de Juifs à l'époque dans cette communauté-là, parce que les Juifs étaient partis. Je crois qu'il y a eu un attentat à l'époque, quand je suis né d'ailleurs, à l'époque où je suis né, en août 48, et donc tous les Juifs étaient partis de cette ville. Donc on n'avait pas, comme à Oujda, il y a un quartier juif, un quartier français, un quartier espagnol. Là, il y avait en gros le quartier des Français, on les appelait les Frangaoui, parce qu'ils venaient de France. Il y avait les autres, nous, et puis il y avait la Médina. Et dans la Médina, il y avait, là, on pouvait trouver le marché, on trouvait la gendarmerie, la poste, il y avait un écoloma où on pouvait aller aussi, et il y avait une espèce de petite rivière, maintenant ils l'ont bouché. Donc on allait de notre village, on allait à la Médina, moi j'allais avec ma mère, on achetait à manger, on revenait, on vivait là. Voilà, chacun vivait, et on vivait tous en mode communauté. La copine que j'ai à Oujda, à Djerada, qui est toujours là-bas d'ailleurs, qu'on est allé voir, elle nous a reçus les mains ouvertes, elle voulait qu'on mange, elle voulait qu'on dorme, elle voulait plus qu'on parte. Eux, ils venaient, on se réunissait en général 1 fois par semaine au moins. Ils venaient à la maison, on leur amenait des messmènes, nous, ma mère, elle faisait des tartines beurrées, on mangeait autour de la table, on mangeait ce qu'on avait, hein. On partageait, et quand la sirène sonnait, les pères, ils vont arriver. Alors le père, son père et mon père, ils venaient, et ils se joignaient à nous, et après ils repartaient. Donc on a vécu dans cette ambiance-là, qui était, je crois, ce que tout le monde regrette de l'époque. Parce que à l'époque, il n'y avait pas ces distensions, le machin. La distension était plus grande entre les gens du quartier 11 et nous, qu'entre nous et le village marocain. Parce qu'on était toujours ensemble, on allait manger là-bas, on allait acheter à manger, on faisait tout ensemble là. Alors que les autres, non. Par exemple, il y avait le quart de la mine, quand on allait après à Oujda, le quart de la mine, il démarrait au centre de la ville européenne, tous les gens venaient qui étaient en bas, après ils montaient au quartier 11, là les gens du quartier 11, les gosses montaient et puis partaient à Oujda. Et les dimanches, on allait à la messe, et avant la messe, on allait tous 1 demi-heure, 3/4 d'heure avant la messe, il y a ceux du quartier 11, les enfants du quartier 11 qui descendaient, nous, on allait aussi, et c'était d'abord la guerre, on disait ça, c'était la guerre, pendant 1 heure avant la messe. Alors après, là, on allait, des fois, on saignait d'ici parce qu'on avait pris un coup de caillou, je sais pas quoi. On était bien, c'était drôle, hein, mais après, c'était fini, on était tous pris ensemble, c'était bon, on était tous contents. Donc c'était un climat très agréable. Je me rappelle, moi, j'avais même appris, il n'y avait aucune question, aucun problème, j'avais commencé à apprendre l'arabe dialectal à l'école, j'étais premier de l'école de l'arabe dialectal. Et donc voilà. Alors après, quand j'ai commencé à avoir, je suis passé en 6e, là je suis allé à Oujda. Comme ma sœur, on est allé au lycée à Oujda. Donc je me suis retrouvé interne à Omar, en gros entre 11 ans et c'est-à-dire 49 et 65. Donc 17 ou 18 ans. Donc là j'ai fait toutes mes études là-bas à Omar jusqu'à la terminale. J'étais très privilégié parce que comme je voulais faire du latin, j'allais étudier chez les filles. Et je revenais à midi, et je repartais à 2h, et je revenais le soir. Mais c'était une ambiance extraordinaire. C'était très très bien. On étudiait, on était contents, on faisait tous ensemble. On était contents comme c'était pas permis. On avait les fêtes juives la fête d'abord musulmane du vendredi, la fête juive du samedi, la fête chrétienne du dimanche. On était toujours en fête.
Mercredi après-midi, on faisait du foot et du machin parce que c'était l'enseignement français. Donc c'était très bien. Mais on travaillait dur. Hein. On était tous, on travaillait vachement. Hein. Jusqu'à ce que je parte du Maroc, il y a une personne sur un forum que j'ai fondé qui me demandait pourquoi tu es parti du Maroc. C'était les questions d'enseignement. Parce qu'après le bac, je pouvais faire 2 années, je crois, de fac à Rabat. Et après ces 2 années de fac, il n'y avait pas toutes les universités qu'il y a maintenant ici. Il fallait que je parte en France. Alors je dis, écoute, je vais partir 2 ans, je vais m'installer à Rabat, je vais avoir des copains, etc. À peine je serai bien, on va me dire, maintenant il faut que tu ailles là-bas. Alors j'ai dit, bon, je vais aller en France. Donc ils m'ont mis, il y avait des gens à Djerada qui avaient des connivences avec un directeur d'école de Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris. Et donc son fils devait aller là-bas, il m'a dit, si tu veux, tu viens avec moi et puis on y va. Donc je me suis retrouvé interne. C'est toute ma vie d'étudiant, c'était interne. Hein. Et je me suis retrouvé interne à Paris. Puis là, petit Djeradi Boujadi, là je sortais, je regardais, j'ai appris Paris, mais je prenais le métro, j'allais là, je connaissais ici, je descendais, j'allais là, je connaissais ici, mais après d'un à l'autre, je savais pas comment on allait de là à là. Et donc j'ai passé là, j'ai fait toutes mes études, et j'ai enchaîné sur les études scientifiques après. C'est là où j'ai fait les certificats, et puis le DEA, etc. C'est ça que j'ai connu ma femme. Donc j'allais manger chez les filles, et puis un jour je l'ai vue, je dis elle est jolie, là, je vais la suivre. Hein. Alors je commençais à parler avec elle, on s'est entendu, et là on s'est mariés. Entre-temps, donc on s'est mariés en 73, je l'ai connu en 71. Mon père, lui, a commencé à avoir des problèmes de santé sérieux en 72, donc mes parents sont rentrés chez ma sœur, qui habitait à Antony à l'époque, et mon père est décédé en 72 à peu près. Hein. Donc j'étais en fac, j'ai fait toutes les études de fac, et la dernière année de la fac, c'est une spécialisation. On fait des certifs, on fait 4 certificats. Donc j'ai fait des certificats de physique, des certificats de chimie, un certificat de je sais plus quoi, et le dernier c'était optique. Ils appelaient ça optique non linéaire. Et donc à l'époque, c'était le démarrage un petit peu de cette physique-là, de la physique des lasers. On a commencé à construire les lasers avec des CO2, des grands machins comme ça qui faisaient 4 kilowatts. Maintenant, ça rentre dans un truc comme ça, mais à l'époque, c'était ça. Quand j'ai fini mon DEA, je suis allé faire le service militaire. Alors j'ai fait une demande de ce qu'ils appellent le scientifique du contingent. C'est-à-dire qu'on peut travailler dans un laboratoire de l'armée en tant que scientifique. J'étais habillé comme ça, j'avais pas besoin de me couper les cheveux, rien. J'avais fait 1 mois de formation, je crois, pour manier les armes et tout, mais l'armée, je l'ai pas vu moi. Hein. J'ai fait ça. Donc quand j'ai fini mon armée, le prof, il m'a dit, pourquoi vous viendrez pas travailler chez moi? Oh, je veux bien. Alors, j'ai été travailler chez lui, et là j'ai développé un laser qui était spécialisé. C'était un laser pour faire des rayonnements dont on peut changer la couleur, mais de façon continue. Et à l'époque, ça existait, mais en continu, mais pas en pulsé. Donc là, j'ai eu mes enfants, on vivait à Orsay, on était tout contents, on avait acheté une maison, première maison, de la fille qui est arrivée. Alors 3, il n'y avait plus que 2 chambres. Alors on dit, bon, ce qu'on va faire, on va vendre tout ça, et on va faire construire une maison pour tout le monde. Y compris la grand-mère, parce que ma mère était là-bas déjà. Oh d'accord, pas de problème. Tous les jours, on allait voir, avec tous les problèmes de la construction, on allait voir la maison. Finalement, la maison était construite. Et là, le 6 juin, on m'a donné les clés de la maison. Oh non, le 26 juin. La clé de la maison, là voilà, vous pouvez rentrer. Et moi, je savais déjà que je partais aux États-Unis parce qu'il m'avait fait une offre. Je faisais déjà des voyages aux États-Unis. Et la seule différence avec les États-Unis où je vis, du côté de San Francisco, dans le sud, là, c'est la langue. Sinon, moi, je retourne là-bas, je rêvais du Maroc tous les jours. C'est le même climat, c'est les mêmes... je vous emmène dans mon jardin, on voit les plumbagos, on voit exactement les mêmes machines. J'ai mis le figuier, j'ai mis tout là-bas. Je m'installais, alors j'ai dit, non, et puis il fait beau, parce que Paris, c'est le grisaille. Et ma femme, j'en ai marre d'être ici, il fait toujours gris. Je dis, je t'emmène dans le beau pays. Alors tout le monde était d'accord pour venir. Donc j'ai pris la femme, les gosses, et hop, on est parti aux États-Unis. En Californie, l'Ohio, je sais pas, mais la Californie, non, c'est une terre de brassage. Là-bas, on voit, pour voir un Américain, là-bas, il faut bien chercher. Ils sont tous Américains, mais enfin, pour voir, celui-là, il vient de Hong Kong, celui-là, il vient du Japon, celui-là, il vient du Mexique, c'est une terre de brassage. Alors, depuis, par contre, on a tenu à ce que les enfants gardent cette culture, je dirais.
donc qui va remonter jusqu'à mes grands-parents. Hein. Donc on leur a constamment parlé de ça. On leur a appris le français. Il était hors de question qu'ils parlent autre chose que le français. Après, une fois qu'ils nous ont dit qu'ils savaient l'anglais, maintenant tu te débrouilles à la maison, on parle français. Et puis la culture espagnole, ils allaient au collège, ils ont été au collège, commençaient à faire des langues. Tu apprends l'espagnol. Hein. Alors donc mes enfants se débrouillent en espagnol, ils parlent en français, ils parlent en anglais. Donc on a fait ça et tout le monde a fondé sa vie là-bas. Et donc on est devenu un peu cette famille qui vit de beaucoup d'histoires. Moi du coup je me suis trouvé l'envie de réécrire toute ma biographie. Alors j'ai écrit toute ma biographie au Maroc. C'est marrant. Et je suis arrivé à un âge où j'ai dit je vais faire des recherches sur Oujda, sur l'internet, parce que là ça avait commencé à développer. Et j'ai fini par trouver des sites d'Oujda, alors je parlais là, jusqu'au jour où bon, ce que racontaient les gens, ça me plaisait plus, alors j'ai dit je vais le faire le mien. Alors j'ai fait mon site, mon forum Oujda Vision, hop, et là il y a tout un tas de gens qui étaient là-bas, qui m'écrivent, tu te rappelles de moi, j'étais au lycée là, machin, là. Comment t'as fait pour me retrouver? J'ai rien fait, moi j'ai fait un site, t'as vu Oujda, t'as marqué ton nom, puis c'est fini. Et à partir de là, on s'écrit, ah tu te rappelles de ça, le prof, comment il s'appelait celui-là? Parce qu'elle était au collège. Comment il s'appelait ce prof? Comment il s'appelait? Et donc moi je vis maintenant dans ce monde-là, qui est, c'est une partie de mémoire, une partie de vécu, une partie qui a changé, une partie qui a pas changé. Donc c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas parce que aux États-Unis c'est assez rare, parce que par exemple dans la boîte où je travaille aux États-Unis, la fille qui était la fille qui était responsable du personnel. Responsable du personnel, c'était pas l'autre à la réception aussi. La responsable du personnel, elle était jamais sortie du petit village. Oui, c'est un petit village, il a grandi, ça fait tout Silicon Valley. Elle est jamais partie de là. Une fois, il a fallu qu'on aille à Dallas parce qu'elle avait une société là-bas et il fallait qu'elle regarde les gens qu'on employait. Ah, elle avait peur de prendre l'avion. Cette histoire. Ah ouais. Puis on avait aussi une filiale aux Indes. Elle a jamais voulu aller en Inde. Ah non, ça c'est un pays de fous, ils crèvent de faim, moi j'ai envie de manger normalement, ils sont sales. Bon, après je coupe, maintenant je comprends. Quand les gens commencent à discuter comme ça, je dis, ah ouais, t'as peut-être raison, c'est vrai, il faut même pas essayer d'aller contre, parce qu'ils ont des idées tellement ancrées que, alors je crois que ce qui nous a, tout ce parcours-là, a fait en sorte que je suis assez ouvert. Les gens, ils disent, bon, par contre, les gens méchants, je les détecte un peu. Et me kiffent de leur côté et moi du mien. Hein. Et les gens gentils, non. Alors là, j'y vais, je raconte ma vie aux gens gentils que j'aime. Alors c'était ça. Et puis je me disais, le Maroc, je veux plus y aller. Parce que le Maroc, j'étais parti. Et moi aussi, je m'étais fait des idées préconçues. Parce que moi, j'ai vu mon village et j'ai vu le changement dans mon village. Alors le changement dans mon village, c'est qu'il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont commencé à construire un peu partout. Alors c'était plus mon village, c'était pas le village de quand j'avais 4 ans, 5 ans ou 6 ans. J'ai vu ça sur l'internet. Alors je dis, je retourne pas là-bas, c'est fini, je veux plus. Du temps qu'on était en France, on était retourné, on était venu à Agadir, mais c'est en voyage organisé. D'accord, on était à Agadir, dans un ressort. On avait fait la tournée des villes royales. Mais bon, c'est pas pareil, un voyage organisé, c'est pas pareil. Moi, venir là-bas, aller à Oujda, à Djerada, non, je veux pas, je retourne pas. Il y a plus rien de ce que je connais qui existe. Je vais être triste comme c'est pas permis. Pourquoi aller chercher les coups de bâton, Pourquoi aller pleurer sur un machin qui n'existe plus? Il faut vivre à son époque, Mais justement, sur mon site, il y a 2 femmes, là, il y en a une à Rabat, une à Salé. Ah, très copains, on s'est raconté notre vie, on s'est raconté nos problèmes. On se rend compte que c'est la même personne qu'on a en face. Des fois, on se demande, attends, elle lit ce que je sais, ce que j'ai vu, ou quoi, ou c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et puis, elle me dit, faudrait que tu viennes ici un jour. Oh, je veux bien aller te voir, mais à la Oujda, sûrement pas. Pourquoi? Alors, je lui explique. Elle me dit, parce que tu crois que pour moi c'est différent. Oujda, je suis plus jamais revoir les écoles, les machins, le collège, j'ai pu rentrer là-bas depuis qu'on est parti. Ah, je dis, bon, alors on va y aller. Elle me dit, on va y aller ensemble. Ah bon, si tu veux. Nous voilà dans la voiture et hop, on part là-bas. Alors, on arrive à Fès. J'ai eu que des problèmes à Fès. Toute ma vie. J'ai été passer un examen là-bas pour faire Matélème au lieu de faire je sais pas quoi. J'ai échoué l'examen. Alors que j'ai marché très bien. Là, j'ai échoué. Je sais pas pourquoi. J'ai échoué. Une autre fois, quand on avait fait la tournée là des villes royales, on est tombé sur un guide.
Il arrêtait pas de bombarder tout le monde. Ah, ici, c'est ce qui s'est passé. Là, les Français, ils tuaient les Marocains. Il est passé par là. C'est un quart ici. On vient se promener, on vient voir la ville. Montre-nous, au lieu de nous montrer la Médersa, le machin, etc. Il nous parlait de toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces histoires? En plus de ça, c'est passé. Tu peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais pas aimé. Et on arrive à Fès. Qu'est-ce que un accident. On s'arrête, la voiture ne veut plus démarrer. Je dis, je sais. Enfin, je peux pas. 55 degrés en plus. Mais tout le trajet, après je savais qu'il y avait Taza, qu'il y avait la plaine de Guercif, tout ça, je connaissais, nous, parce que nous on partait, avec mes parents, on partait de Djerada, on montait à Oujda, et puis après on traversait tout le Maroc, à l'époque, et on allait jusqu'à Tanger, on prenait le bateau, on allait en Espagne, après on revenait, ou alors on allait à Melilla, on prenait le bateau, on allait à Almeria, voilà. Enfin, et donc je connaissais toutes ces routes-là, mais je les connaissais à l'époque. Elle était grande comme la moitié de cette pièce, hein, et puis il fallait attendre, et puis des fois où il y avait des trous, ils construisaient la route, alors ils faisaient un passage à côté, enfin. Et donc là, l'autoroute, alors, du coup je me suis endormi. Tiens, au Maroc, c'est pas pour dormir, hein. Donc, on a discuté, tout le trajet, on était en train de discuter. Ah, tu te rappelles, ici, on partait d'Oujda à 4h du matin, parce que la plaine de Guercif, la voiture, elle tenait pas le coup, hein. Au bout de 10 minutes, la voiture, elle explosait. Il y avait l'eau du radiateur, elle était partie en fumée et tombée sur le pas de il y avait personne qui passait en plus. Donc, il fallait attendre un camion. Ah, un camion! Alors, on montait dans le camion, on allait dans la ville à côté, ils allaient nous chercher. Alors, on s'est raconté toutes ces histoires-là. C'était assez rigolo. Et j'ai commencé à comprendre que c'est la transformation mondiale qui change tout ça. On évolue tous, on grandit, les enfants ils n'ont pas les mêmes idées que nous, ils veulent faire ça au lieu de faire ça, ils n'ont pas les mêmes jeux, maintenant ils sont tous avec la tablette. Moi de mon temps il n'y avait pas de tablette, moi j'étais à Djerada, j'avais pas de télévision, j'avais une radio, il avait acheté une radio mon père pour écouter le Tour de France, on n'avait pas de téléphone. Le premier téléphone que j'ai eu, c'est un bloc noir comme ça, on poussait avec la manette comme ça, on décrochait, allô, je veux tel numéro, ok, on raccrochait, on vous rappelle, il nous rappelait, voilà, on n'entendait rien du tout, mais on était content, d'accord? Donc on a vécu la même évolution. Je suis retourné à Orsay, par exemple, en fac, où j'étais avec ma femme, c'était la déception de ma vie. Parce qu'ils avaient tout changé aussi. Les bâtiments, ils étaient plus âgés. La végétation avait poussé différemment. À cet endroit-là, on allait jouer au foot, il n'y avait plus rien. Il y avait un bâtiment qui était construit à la place. Alors, je me suis rendu compte que ça sert à rien de se pencher sur un passé qu'on a vécu, qui est merveilleux, hein, d'ailleurs, hein, et d'essayer de retrouver ça. Il faut évoluer un peu, hein. Alors avec cet esprit-là, les deux, on est partis là-bas, on était comme deux poissons en phare, hein, et je les ai emmenés à Djerada. Alors ma copine qui habite Djerada, qui est toujours là-bas, la femme avec qui on se réunissait, c'est la fille, elle nous a reçus les bras ouverts, elle m'avait dit, Djerada, tout a changé, hein. Je lui ai dit, mais le petit pont qu'il y avait là-bas, il n'existe plus, ils ont fait un machin. Et l'école maternelle qui avait... Elle n'existe plus, ils l'ont rasé. Et puis, mais tu habites où? Eh ben, tu te rappelles de Monsieur Canovas? Ouais, je savais très bien la maison, hein. C'est là que j'habite maintenant. Ah, ok, en bas de la rue des Batraques. Oui, c'est ça. Alors, on savait très bien. Elle me dit, et je lui dis, et la piscine? La piscine, c'est pareil, elle n'existe plus. Alors, je dis, ben alors, qu'est-ce qui existe? Parce que la mine a fermé en 2000, et il y a eu un mouvement populaire, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ils vivaient tous de la mine, hein. Donc, il y a eu des révoltes. Ils ont rasé complètement la Médina. Il y a un très grand terrain de sport à la place. Ils ont construit un très, très grand parc. C'est joli et tout. Bon, donc je me suis dit, bon, on va voir, hein, on y va là-bas. Donc on est allé, la première chose que j'ai fait, je me suis arrêté. Je dis, attends, tourne là. Alors, tu sais où tu vas, toi? Ah oui, si c'est chez moi, ici tu peux changer ce que tu veux, je sais où je vais, tu vois. Alors, je prends le petit chemin, j'arrive là-bas, il y avait des maisons partout. Alors je dis, attends, si je commence à regarder en haut, je vais pas retrouver. Alors je regarde en bas. Alors je regarde en bas, je vois le chemin qui continue là, je dis on va continuer là, j'arrive là, tac, je vois une grille, je regarde la grille, ah tu vois la piscine elle est là. La piscine elle est toujours là mais ils avaient construit autour et maintenant elle l'utilise plus. Et donc j'ai fait ça, je suis allé sur le carreau de la mine, c'est pareil. J'arrive sur le carreau de la mine, il y a un gars qui vient nous voir, il me dit alors qu'est-ce que tu fais? Je dis je suis le fils de monsieur. Ah je connaissais ton père, il travaillait là. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là? Ah ben maintenant moi je travaille au service électrique, on répare des moteurs pour une cimenterie qu'il y a je sais plus où dans le coin. Et alors il me dit tu vois là c'était le bureau de ton père, là c'était la mine, là c'était les garages, là c'était l'économa, là c'était et je voyais tout ça, je voyais très bien. J'ai fait revivre le village. Le coin que j'avais, en coupant toutes les herbes qu'il y avait, en coupant tout ce qui était pas avant, les bâtiments qu'il n'y avait pas, et je vois vraiment la même chose. Et donc, je suis très content de ce voyage-là. J'ai pu retourner chez moi et revoir tout ça. Voilà mon histoire.